Ce deuxième webinaire a été organisé et mis en place par Lucille et Fanny, responsables de la communication du CLP, John Lopez, le président, ingénieur de recherche au CNRS, et Audrey Lelay, secrétaire du CLP, ingénieur technico-commercial chez Laser Components. Et votre serviteur, mon nom est Laurent Menuhin, je suis l'animateur donc de ce webinaire et je suis également responsable du groupe Machine Laser chez Coherent. Pendant les présentations, tous les micros seront en mode silencieux, mais vous aurez la possibilité de poser des questions en bas de votre écran. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à poser quelques questions, donc je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. N'oubliez pas en fait de poster en appuyant sur là où est indiquée la flèche. Une quinzaine de minutes seront consacrées aux questions-réponses à la fin de chaque présentation. Nous allons donc démarrer les présentations pour ce deuxième webinaire. Je précise que 2 autres webinaires suivront. Le prochain sera donc le 6 avril sur les technologies laser au service de la voiture autonome. Même heure, de 11 h à 12 h 30. Le 20 avril, de 11 h à 12 h 30, nous parlerons de contrôle de procédés au service de l'e-mobility. Le programme de la matinée est le suivant. Olivier Bénac de chez Trumpf nous fera une présentation sur la situation du marché du moteur électrique. Ensuite, Jean-Michel Duchazot-Benex de chez Méliade nous parlera du décapage laser automatisé. Kylian Joly de chez FIV, application de soudage pour l'électrification des véhicules, soudage d'air pin en cuivre par voie laser. Et puis enfin, Audrey Bourriez de chez Coherent, solution de soudage innovante utilisant la modulation temporelle des profils de faisceaux laser pour les applications de mobilité électrique. Donc Olivier, je vais te laisser la parole, c'est à toi, et tu vas nous donner donc une idée de la situation du marché du moteur électrique. Tu en as 15 minutes. Merci Laurent. Du moteur électrique pour la voiture, pour la voiture électrique, hein, pas du moteur électrique de manière générale. Donc je suis Olivier Bénac, responsable commercial de Trumpf France. Donc je vais vous présenter rapidement Trumpf. Donc Trumpf est une société allemande, société familiale, société indépendante. On a un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros. On investit tous les ans près de 400 millions d'euros en recherche et développement. C'est à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, Trumpf emploie 14 300 employés. On a 2 métiers historiques. Le métier de la machine-outil dans lequel on travaille, c'est tout le travail de la tôle. La technologie laser, dans lequel on travaille sur toutes les applications industrielles laser pour le soudage, la découpe, le marquage, la texturation et bien d'autres. Et plus récemment, donc, on a une nouvelle activité dans la fabrication additive, dans les lasers extrême UV, qui interviennent dans la fabrication des microchips et sur les diodes VCSEL. Donc le contexte du moteur électrique pour la voiture électrique. Donc les débats, on connaît actuellement beaucoup de débats et de protestations autour du changement climatique, ainsi que la volonté de la population, notamment les jeunes générations, pour la réduction des émissions de CO2. Et tout ça a conduit les législateurs du monde à agir pour sauver la planète. Donc, on entend parler de l'accord de Paris, du Green New Deal européen et aussi de multiples initiatives locales qui entraînent une accélération pour que les constructeurs automobiles passent vers l'électromobilité. Donc, sur cette carte, on voit un peu le taux d'émission mondial de CO2 en 2017, mais qui reste toujours vrai aujourd'hui. Les principaux émetteurs sont la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Les pays qui ont ratifié l'accord de Paris sur le climat se sont mis d'accord et ont mis en place des plans pour réduire considérablement ces émissions, et ce dans tous les secteurs, et notamment pour le transport individuel et le transport collectif. Tout cela a entraîné une pression sur les constructeurs automobiles qui est forte et qui est toujours plus croissante. Donc sur cette courbe, on voit la réduction des émissions de CO2 demandées par l'Union européenne. Comme la carte le montre, ici, nous sommes aujourd'hui à un taux de 95 grammes par kilomètre,
avec un objectif à 2025 d'être à 81 grammes au kilomètre d'émissions de CO2. Ça va être difficile à atteindre. Et surtout, le niveau exigé en 2030, autour de 60 grammes au kilomètre. Et ça, c'est des objectifs qui sont pratiquement inatteignables avec nos moteurs à combustion, même si ces moteurs ont encore de forts potentiels d'amélioration. Même si on parle de législation européenne, elle est aussi exigeante envers les fabricants de voitures non européens qui souhaitent vendre sur nos marchés, avec des amendes élevées qui peuvent avoir à payer, même si dans leur région où ils fabriquent, la législation est moins exigeante. Les constructeurs automobiles donc n'ont pas le choix que d'introduire des véhicules électriques dans leur flotte et en grand nombre. L'accent est mis sur la flotte du constructeur et pas sur chacun des modèles. Mais il est clair qu'aujourd'hui, un fabricant automobile devra avoir entre 30 à 35% de sa flotte électrifiée pour pouvoir tenir ses objectifs. Le dernier volet, il est local en fait. Là, on a vu les mesures mondiales, les mesures européennes, et aussi on a chaque pays aussi qui ont légiféré pour bannir les voitures utilisant des énergies fossiles, avec des interdictions pures et simples de commercialisation, et ce à l'horizon déjà de 2030-2040. Les nouveaux véhicules à essence ou diesel seront interdits de circuler dans certaines grandes villes, Paris par exemple en 2030, et voire dans des pays européens. Les USA et la Chine aussi interdiront ces véhicules un peu plus tard, en 2050, avec un effet de volume qui est considérable. Aujourd'hui, on voit l'Allemagne qui est en 2050, mais les dernières informations que l'on a pu avoir ces derniers jours montrent que ça sera peut-être même sur 2035 que se positionne l'Allemagne, et même tous les pays européens vont certainement glisser vers 2035. Donc cette décision, encore une fois, oblige un grand nombre de véhicules à combustible interne à être remplacés par des véhicules sans émission, et donc principalement le moteur électrique à batterie ou à pile combustible. Alors, toutes ces décisions très contraignantes ont forcé les fabricants automobiles à opérer un changement radical. Volkswagen, vous le voyez, a été le premier à présenter une stratégie purement électrique, avec une complète réorientation de ses investissements sur des développements électriques. On peut voir aussi Volvo en Suède, qui passe sur le tout électrique en 2030. Et même General Motors, ils prennent des mesures fortes pour électrifier l'ensemble de ces modèles, même si aujourd'hui, leur principal marché, les États-Unis, n'exercent pas la même pression que peuvent connaître les fabricants européens. Donc ce graphe, en fait, on peut voir un aperçu des objectifs des fabricants dans l'électrification de leur gamme. Renault et Ford ont des objectifs à court terme pour l'introduction des véhicules entièrement électriques, sachant que ce graphe ne prend pas en compte les modèles qui sont déjà électrifiés. C'est sur les modèles aujourd'hui à combustion interne qui vont basculer sur l'électrique. D'ici 2025, Toyota, Volkswagen, BMW, PSA, Volvo suivront avec des objectifs de flotte allant jusqu'à 50% à électrifier. En 2030, au moins 50% de toutes les flottes des constructions seront équipées de motorisation électrique. Donc, cette situation, c'est aussi une opportunité pour de nouveaux entrants qui veulent se faire une place dans ce marché qui est prometteur. On a aujourd'hui des nouveaux acteurs qui se profilent avec un modèle type un peu start-up. Ils font des levées de fonds importantes et régulières, des développements de modèles rapides, et c'est des sociétés pour lesquelles il y a des experts automobiles hautement qualifiés qui travaillent avec eux et qui leur permettent de gagner du temps. Quelques exemples, on a le chinois Xinpeng, qui a déjà fabriqué 20 000 unités en 2020, et sur le mois de janvier 2021, 6 000 voitures ont déjà été vendues. Donc, ils sont présents en Europe, en Norvège, et c'est un peu un marché test pour voir s'ils se développent sur le marché européen. Il y a les Américains Lucid Motors et Rivian. Eux n'ont pas encore vendu de voitures, hein, mais ils ont déjà un outil de production qui est prêt à fabriquer 30 000 unités. Et donc, leur commercialisation arrive là sur 2021. Rivian, c'est pour le mois d'août. Et autour de ça, en fait, on peut imaginer que l'avenir des constructeurs automobiles se fasse aussi avec les sociétés puissantes de la tech, dont la puissance financière est énorme et leur capacité à communiquer et à lancer des produits est considérable. L'annonce de l'arrivée de l'Apple Car, en fait, elle cesse de se confirmer, de s'infirmer, mais pour de nombreux experts, ce n'est qu'une question de temps.
et si ce n'est pas Apple, ça pourrait être Google, ça peut être Sony qui communique aussi sur ce sujet de la voiture électrique. Donc voilà maintenant un peu, une fois qu'on a présenté, que le contexte est présenté, voilà un petit peu quelles sont les solutions qui ont été apportées par l'industrie automobile pour pouvoir répondre à ces contraintes. Donc, après ce que nous venons de voir, voilà, il est clair que l'urgence de la transition vers la mobilité électrique est inévitable. Le développement et l'optimisation des produits, la conception de nouveaux systèmes ont été accélérés chez les constructeurs automobiles dans tous les domaines du véhicule électrique. Les plateformes de fabrication actuelles se sont adaptées et transformées pour augmenter les capacités de production de ces véhicules électriques. Autour de 2015, en fait, les marchés automobiles ont réfléchi au développement technologique du moteur électrique qui puisse allier la performance tout en s'assurant une nécessité de production de masse essentielle pour maintenir les coûts des véhicules. La technologie des moteurs électriques conventionnels a été jugée trop limitée par rapport à ce qui est devenu aujourd'hui la norme de l'industrie, c'est la technologie Airpin. C'est une technologie qui avait déjà été mise au point en 2011 par General Motors, mais qui ne l'avait jamais produite à grande échelle. C'est la mise à disposition de machines de production. C'est parce qu'il n'y avait pas de machines de production qui pouvaient assurer la production de cette technologie-là qui avait été la clé et qui avait limité ses développements. Pour pallier ça, donc là on était en 2011, et donc en 2015, il y a eu plusieurs développements qui ont été faits entre des constructeurs, des instituts et des équipementiers. En Allemagne, notamment, il y a eu un gros projet qui a été initié par Volkswagen et BMW, qui s'appelait le Pro e-Traction. C'était financé entièrement par le gouvernement allemand et qui était là pour faire l'étude et l'optimisation du e-moteur avec la technologie Airpin, mais aussi pour développer des systèmes de motorisation, des systèmes de fabrication de ces moteurs automatisés fiables qui puissent garantir une production de masse de ces moteurs. Le résultat, ça a permis au bout de 3 ans de créer des standards performants, et aujourd'hui ce sont les entreprises européennes, et pas uniquement les Allemands, qui sont les leaders mondiaux pour la technologie du e-drive. Et ce, un peu à contrario de ce qu'on avait pu comprendre il y a 2 semaines avec les batteries, où tout s'est développé et se fait en Asie. Et ça nous manque aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le moteur électrique qui équipe la voiture électrique n'utilise pas la même technologie que le moteur électrique standard ou type les moteurs d'ascenseur, de monte-charge. C'est la technologie Airpin qui est utilisée dans la majorité des moteurs électriques de véhicules. C'est une technologie qui est devenue standard du fait de ses meilleures performances par rapport à ce moteur électrique standard, et aussi pour sa capacité à être fabriqué en masse. On voit que cette technologie, en fait, elle peut équiper pratiquement l'ensemble des modèles électriques existants. On voit là sur la gauche, donc on a la liste l'ensemble des modèles hybrides avec plus ou moins de prise en main de l'électrique sur le thermique jusqu'au moteur entièrement électrique à batterie. On voit sur les différents secteurs des voitures et que le moteur à Airpin est vraiment utilisé sur toutes ces technologies, à part sur le 12 volts, mais qui n'est pas considéré par tout le monde comme une voiture électrique. Et donc, cette technologie Airpin, vraiment, a cet avantage de balayer pour tous les segments, toutes les technologies de voitures électriques, la motorisation. Donc, on a différents types de Airpin qui constituent qui sont montés dans les stators. On voit que le moteur électrique, donc donc le e-pin sur la gauche, en fait, c'est surtout utilisé pour la gamme des 48 volts hybrides véhicules électriques, et notamment par Continental. La majeure partie des Airpin, donc c'est la photo du milieu qui montre la technologie qui est le plus utilisée dans les projets mondiaux, environ 90 à 95%. Le Continuous Airpin, il est proposé uniquement par quelques fabricants,
Rivian, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui sera un nouveau entrant, utilise cette technologie. Donc, c'est vraiment très peu, mais la technologie du AirPin, c'est vraiment la technologie centrale que l'on voit. La différence entre les deux dernières, en fait, hein, c'est que le continu AirPin est plus difficile à mettre en œuvre pour les opérations de formage, de manipulage et de montage. Et en plus, le continu AirPin nécessite a quand même cet avantage, ou quoi, nécessite moins d'opérations de soudage, qui pourrait être un avantage, mais qui n'est pas, qui n'a pas quand même de poids par rapport aux autres avantages du AirPin. Et en plus, pour nous, fournisseurs de laser de soudage, c'est pas une technologie qui est la plus porteuse pour nous. Donc, où c'est qu'on en est aujourd'hui de l'industrialisation de ces AirPin? On voit qu'il y a plus de 50 lignes de production qui ont déjà été installées dans le monde. Les équipements sont disponibles, sont performants. Comme je vous le disais, c'est vraiment les Européens qui sont les leaders pour la technologie du eDrive. Et le laser est vraiment devenu le standard pour toutes les opérations d'assemblage. Trumpf, on est à plus de 200 lasers en production pour ce type de technologie-là. On voit des Français, FIV, on a aussi Technomécanique, et des sociétés allemandes qui se sont adaptées. Un petit peu plus d'une minute, Olivier. Ouais, pour compenser l'électrique, ce qui faisait en powertrain pour le faire en électrique. Et au jour, on voit aussi des gens qui se spécialisent sur le formage ou sur vraiment des opérations. Et ensuite, les machines sont assemblées. Différentes politiques. Il y a des fabricants qui intègrent tout en interne. Aujourd'hui, un moteur électrique, c'est 60 à 80% de pièces en moins que pour un moteur thermique. Donc, on a aussi des problèmes de ressources et d'utilisation du personnel. Donc, des gens comme Volkswagen, Ford, Tesla fabriquent tout en interne. On a une autre politique avec les Tier 1, en fait, les fabricants de rang 1 qui étaient très présents pour le moteur thermique et qui ont transformé leur gamme pour pouvoir fournir aussi des ensembles complets pour les moteurs électriques. On voit donc la croissance. Aujourd'hui, on est à environ 10 millions de voitures produites. On sera à près de 20 millions en 2025. C'est le 48 volts hybride qui a le taux de croissance le plus important parce qu'il peut être monté sur les modèles actuels. Mais en fait, on voit que chaque gamme progresse en même temps que progresse la fabrication la montée en puissance du moteur électrique. En résumé, donc, de ma présentation, donc, la transition de l'industrie automobile est conduite par une demande politique et sociétale. Une large électrification du parc automobile est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Les fabricants et la supply chain est prête et s'est adaptée à cette nouvelle technologie. Le AirPin est la technologie qui est adoptée et répandue pour une production de masse et elle peut être appliquée à tous les modèles des véhicules électriques. Un nombre important d'installations vont se concrétiser et vont se développer sur du court et du moyen terme. Et la technologie laser est très répandue sur de multiples applications de la fabrication du moteur eDrive. Voilà, j'ai fini. Juste un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 jours, chez Trumpf, on a donc des portes ouvertes virtuelles. On a toute une partie qui parle de l'e-mobility et du eDrive, donc vous pouvez venir vous connecter et voir un peu ce que l'on fait. Voilà, Laurent, j'ai fini. Très bien, merci. J'espère à temps et merci. Je reste à ta disposition. Très bien, très intéressant. J'ai quelques questions et je vois qu'il y a des gens qui sont en train aussi d'écrire en ce moment. Donc, pour rappeler, je rappelle que pour écrire vos messages, c'est tout en bas en fait de l'écran à droite et il vous suffit de cliquer sur l'icône avec le petit point d'interrogation pour pouvoir faire en sorte que votre question s'affiche. Voilà, merci. Écoutez, Olivier, j'ai une question. La première question, c'est est-ce que d'Audrey Lelay, qui nous demande en fait si l'Europe s'intéresse aux impacts environnementaux d'une production de masse de véhicules électriques. Je ne suis pas dans tous les secrets, quoi. Je suis pas vraiment au niveau de l'Europe, mais en tout cas, on n'en entend pas parler. En fait, vraiment, on fait le focus sur l'impact du véhicule thermique, mais aujourd'hui, on ne se pose pas, à mon avis, la question de la production de masse de véhicules électriques ou de batteries électriques, puisqu'on entend uniquement les gouvernements
font la promotion du développement de ces technologies-là et ne parlent pas de ces impacts environnementaux qui ne sont pas neutres, hein, c'est évident, hein, c'est ce qu'on peut comprendre aussi dans la question d'Audrey. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, c'est de bannir la voiture, le moteur thermique, mais je ne suis pas sûr qu'on se pose vraiment toutes les questions sur comment l'impact qu'on va avoir sur les véhicules électriques. D'accord, très bien. Moi, j'ai aussi une question. On l'a vu en fait dans les derniers slides de ta présentation. Les grands fournisseurs du moteur thermique, quelle est leur réaction par rapport à ce changement énorme sur ces prochaines années? Tu parles Tier 1 par exemple, quoi, des gens comme. Par exemple, oui, les gens qui fabriquent des pots d'échappement, par exemple, qui sont. Mais je pense qu'ils s'inquiètent et aujourd'hui, plutôt que de résister, hein, parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de résister, c'est une vague qui est politique et sociétale. Et aujourd'hui, la communication a été suffisamment bien faite pour qu'on ait mauvaise conscience presque lorsqu'on monte dans nos voitures. Et donc eux, ils s'adaptent en fait. Ils essayent, il faut qu'ils trouvent des nouveaux marchés. Alors aujourd'hui, on est quand même au tout début, hein, d'après ce que je peux comprendre de la voiture électrique, c'est qu'aujourd'hui on essaye de remplacer du 1 pour 1, on essaye de faire d'adapter vraiment la voiture électrique à ce qu'on connaît de la voiture Ouais. à combustion interne, et que petit à petit il y a quand même des développements pour vraiment rendre ces voitures plus performantes, plus attractives, et pour qu'elles puissent vraiment répondre aux demandes des conducteurs, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de développements qui vont venir. On entend parler du e-axle, là, qui sont des blocs sur lesquels on met en même temps la puissance, l'électronique de puissance, le différentiel, la transmission, quoi. Tout est en bloc, donc ces gens travaillent pour ils peuvent pas se battre, hein, parce que ce serait un combat perdu, et ils essayent de s'adapter pour pouvoir trouver une offre, mais avec ce risque que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que on fabrique beaucoup moins de pièces, donc qu'est-ce que va faire toutes ces personnes, ces centaines de milliers ou ces millions de personnes qui travaillent aujourd'hui pour les voitures que l'on utilise encore, quoi. D'accord. Une dernière question avant de basculer sur l'autre présentation. Quels sont les types de lasers impliqués dans ces nouvelles productions? Moi, je parle de Trumpf, dont on fournit beaucoup de lasers à disque en fait, hein, donc des lasers pour venir souder. Donc on a des phases de décapage pour les hairpins qui vont être présentées notamment par Méliade, sur lequel on a des lasers pour des lasers différentes technologies, des lasers CO2 ou des lasers à solide qui viennent décaper le hairpin avant qu'il soit soudé. Et ensuite on a nos lasers continus forte puissance, donc aux alentours entre 4 et 6 kilos qui viennent souder donc ces hairpins. Donc c'est un peu ce que l'on utilise sur ces modèles-là. Et je pense que Coherent et Méliade et FIV, dans les prochaines présentations, vont montrer un peu ces technologies-là plus précisément. D'accord, donc des petits comme des gros lasers. Très bien. Merci Olivier. Nous allons passer donc à la prochaine présentation. Jean-Michel Duchazot-Benex de chez Méliade. Très bien. Écoutez, c'est à vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jean-Michel Duchazot-Benex. Je suis le patron de la société Méliade, basée à Nantes en fait. Et je vais vous présenter un peu, parce qu'on est quand même une PME, on n'a pas la taille de Trumpf. On va vous présenter en fait nos activités et puis les applications qu'on a pu mener sur la partie moteur électrique en fait. Juste, alors ça c'est l'organisation de la présentation. Je vais vous présenter 2 applications qu'on a menées dans le cadre de la mobilité électrique pour les moteurs de voitures électriques ou hybrides. Bon, déjà, je vais vous présenter l'activité de la société Méliade. Et puis, je vous présenterai en fait pas mal de vidéos, en fait, quelques vidéos, parce que je trouve que c'est assez parlant sur les 2 applications des isolants sur les connecteurs stator et puis sur des isolants sur les rotors. Juste alors, pour planter un peu la décoration, le déco de la société Méliade, on a 2 activités principales. La première historique, qui est tout ce qui est analyse de contraintes résiduelles sur des pièces métalliques, ce qui permet de prendre en compte en fait la fatigue des pièces qui sont de plus en plus chargées pour les optimiser en termes de performance en fatigue. Et puis on a donc le volet traitement de surface par laser, qui permet en fait de faire
texturation, de la préparation de surface. Et on est les partenaires de la société allemande Clean Laser, qui est basée en Allemagne. On a un peu plus de 10 ans maintenant, on a 15 personnes ingénieurs et techniciens chez nous, 3 millions d'euros l'an dernier. Et on a un brevet en cours sur l'application plutôt décontamination nucléaire par laser. Nos clients, ben voilà, c'est des grands donneurs d'ordre parce qu'ils sont consommateurs en fait de ces technologies-là, que ce soit la partie laser ou la partie contrainte résiduelle. Je vais lancer 2 vidéos en espérant que ça marche ensemble. Alors le procédé, je pense que les gens le connaissent bien, hein, c'est qu'on a vraiment un faisceau lumineux en fait pulsé avec des fréquences qu'on va faire varier, mais on a vraiment des grandes fréquences, ce qui permet d'aller en fait tricoter la surface avec des énergies importantes. Et ensuite, ça permet de faire 2 types on va dire, de préparation de surface, soit un décapage sans modifier l'état de surface, soit une texturation de surface qui permet en fait d'activer et d'enlever l'oxyde pour faire une préparation avant collage, avant peinture, ou éventuellement de la décontamination nucléaire. Donc là, je pense que les vidéos, vous devez les voir en fait, hein. Alors je vais avancer un peu parce que ça dure un peu longtemps, mais juste vous montrer quelques applications industrielles, hein, comme par exemple le traitement d'un alésage d'un tube, ce qui permet de le traitement avec des optiques un peu particulières qui permettent de traiter notamment la gorge là en une seule fois. Et dans toutes les applications, en fait, on déploie en fait à la fois la mise au point des paramètres, hein, bien sûr, la validation, l'innocuité si on a besoin de valider l'innocuité, mais aussi l'industrialisation et l'aspiration. Je vais avancer un peu et je vais passer à la suite. Donc ensuite, en termes d'équipement, bon voilà, on rejoint un peu ce qu'a présenté Trumpf, hein, on va dire il y a à la fois des machines, des cellules, et on définit en fait à la fois les puissances, les fréquences, etc., tous les paramètres un peu classiques de préparation de surface laser. Et ensuite, on intègre tout ça, alors soit dans des cellules complètement automatisées, soit au travers de robots. Alors je pense qu'il y a une présentation ici, de robots collaboratifs ou pas, hein, peu importe. Et typiquement, là, on est sur la préparation de surface sur des caches de pacemaker pour faire du collage en fait. Le laser, on le voit pas du tout en haut là, mais ça permet de voir un peu la cinématique. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça là à Nantes, hein? Nous, on est équipé d'un laboratoire avec à peu près une dizaine de lasers, donc YAG, hein, fibré YAG, et on fait tout ce qui est études, qualification, les montées en TRL, les prestations. Et depuis peu, on s'est développé dans l'intégration robotisée de nos propres lasers pour proposer en fait un package. Et les applications techniques, c'est beaucoup de préparation de surface avant collage et un peu plus de préparation de surface avant peinture, ce qui permet de remplacer des procédés plutôt intrusifs, hein, comme la chimie ou le sablage, qui sont pas rich compliant. Et on a également de plus en plus d'applications de décapage localisé, notamment pour supprimer les épingles dans l'industrie aéronautique, et bien sûr du décapage du moule, hein, qui est un peu historique, hein, puisqu'on ne vient pas modifier l'état de surface. Et effectivement aussi de plus en plus de préparation de surface avant-après soudage, que ce soit laser, on verra tout à l'heure, hein, par soudage laser ou par soudage conventionnel, et bien sûr de la décontamination nucléaire. Et puis donc du coup la nouveauté là qu'on va intégrer cette année, c'est aussi la texturation, fonctionnalisation par technologie femtoseconde, pour compléter en fait notre offre nanoseconde qu'on a jusqu'à aujourd'hui, par tout ce qui est fonctionnalisation de surface, notamment pour adresser des propriétés éventuellement fatigue et texturation. Donc là on va faire les études, les qualifs, monter en TRL et prestations. Juste pour illustrer rapidement la technologie nano là qu'on utilise, donc, bien sûr des équipements, on va dire multi-axes et robotisés, que ce soit sur la partie automobile ou la partie spatiale ou aéronautique. Donc, comme disait tout à l'heure Monsieur Benac, en fait, on a énormément d'applications dans la mobilité électrique, hein, sur la partie véhicule. Alors, il y a tout ce que vous voyez aujourd'hui en vert, c'est énormément d'applications, de nouvelles applications pour la technologie laser, que ce soit soudage, enfin assemblage, mais aussi préparation de surface. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plus 2 applications qu'on a déployées, qui sont un sur les airpins et puis 2 sur les stators en fait.
Donc, sur les ARPIN, on en parlait tout à l'heure, une des difficultés, alors il y a bien sûr la partie cadence, parce qu'on est dans l'automobile. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est qu'on a une montée en croissance et en volume qui est très importante sur la planète du fait du déploiement de la partie mobilité électrique. Et le troisième point qui est technique, c'est que pour décaper en fait l'ARPIN avant soudage, c'est pas forcément une matière qui se prête bien à ce type de procédé. Donc avec la société Clean Laser, on a développé deux concepts, dont un a été validé. Le premier concept que vous pouvez voir à droite, qui était d'un point de vue ingénierie, et calcul était intéressant, c'est-à-dire que sur un airpin, en fait, vous devez décaper les 4 faces pour pouvoir le souder. Et du coup, on avait plutôt au début réfléchi à une solution avec des miroirs, en fait. Donc, de façon alternative, en fait, pour faire le tour de l'airpin, en fait, on avait des jeux de miroirs qui étaient en fait activés de façon séquentielle dans une boîte, avec bien sûr une aspiration. Alors tout ça, on l'a laissé tomber parce que ça marchait bien, mais c'était pas très sexy et pas très, on va dire, industriel à notre goût. Et du coup, on a plutôt développé une solution qui est un peu plus compacte, en continu, avec 4 lasers qui permettent de décaper en continu en fait les airpins avant soit des coupes, au roulement sur un membrane. Donc je présente juste en fait les quelques vues là. Donc en fait, il y a à la fois la filière qui permet, on verra une vidéo tout à l'heure, de transférer en fait le fil d'ARPIN devant la cellule laser avec une aspiration. Et aujourd'hui, on a quand même des temps alors, qui étaient imposés par les fabricants qui sont vraiment très courts. Par exemple, sur du 80 microns d'épais, 3 mm 6 de large et 10 mm de longueur, on arrive en fait à faire cette bande-là, on va la voir, en moins d'une seconde. Donc, bien sûr, il y a eu des essais et de validation de soudage laser qui ont été réalisés, qui démontrent qu'il y a un soudage sans porosité. Donc voilà, tout simplement, là, je pense que vous voyez bien la vidéo. Là, en fait, on voit que la partie supérieure, mais on a bien, si je fais une pause, hop, on verra rien, désolé. On voit bien, en fait, les 4 faces qui sont traitées en continu, qui permettent ensuite d'être découpées en ligne de fabrication. La deuxième application, je vais l'arrêter tout de suite, je vais la lancer, c'est la partie, en fait, stator, où là, vous savez qu'il y a de la résine d'imprégnation qu'il faut en fait enlever pour assurer les contacts entre le stator et le rotor. Et une des difficultés là aussi, c'est la résine qui est quand même assez accrochante. Et puis l'autre difficulté, c'est que les empilages en fait de métaux là constituent des zones d'accroche et qu'il est bien sûr interdit de pouvoir décaper en faisant une modification d'état de surface qui permettrait d'avoir un contact en fait entre les empilements et donc de mettre le moteur en fait en court-circuit. Donc en fait, on a développé des applications ici avec un laser 600 watts avec des profils plutôt top hat, c'est-à-dire assez doux, et tout ça intégré sur un robot, ce qui permet en fait de décaper. Donc avec des rendements un peu différents en fait, entre 32 cm² sur la partie que vous voyez aujourd'hui là, et puis un peu moins sur la partie inférieure puisqu'on a des bavures en fait de résine. Et un des points clés, c'est vraiment l'aspiration intégrée qui doit être performante pour éviter d'avoir en fait des résidus qui viennent se recoller à la fois sur la pièce, mais aussi se diffuser dans l'environnement. Donc voilà le traitement complet en fait d'un stator. Et j'en ai fini avec ma présentation. Très bien, mais je suis de retour. Écoutez, merci. Je vois que je vois une question en fait au niveau du chat. Lors du décapage laser, y a-t-il une protection gazeuse du faisceau laser? Non, pas sur ces applications-là. C'est qu'en gros, est-ce qu'il y a un flux d'argon, par exemple, pour neutraliser la surface? Un gaz neutre, oui, par exemple. Non, il n'y en a pas. Sur ces applications, il n'y a pas besoin. Non. D'accord. Non, mais surtout quand on a un problème de réoxydation assez importante, notamment sur des pièces en titane, ce qui n'est pas le cas ici. Ok. Alors moi, j'ai aussi une question. Attendez, je vais juste aller dans la continuité en fait de la question qui nous a été posée, parce que c'est la même personne qui vient de le faire. Est-ce que le décapage induit une oxydation des surfaces en cuivre ou alu?
Alors, je dirais ça peut dépendre des paramètres qu'on utilise. En fait, si on a des énergies très importantes, en fait, on peut avoir une légère oxydation, donc auquel cas on peut générer une couche légèrement oxydée qui nécessite d'être retraitée par une passe beaucoup moins intense, en fait, hein, tout simplement. Donc ça peut être le cas sur. Alors moi sur le cuivre, j'ai jamais vu. Sur l'alu, j'en ai vu, mais il faut vraiment avoir des énergies très fortes. Et surtout ce qui est préparation de surface et décapage, on fait en sorte de ne pas avoir de réoxydation superficielle. D'accord, très bien. Alors, je vois que les questions arrivent les unes après les autres. Alors, j'imagine que ce type de traitement fait monter la température de la pièce. N'y a-t-il pas de risque de déformation? Alors la température, si on prend des simulations, le plasma, parce que en fait, on a une énergie qui est très concentrée sur une petite surface. Donc l'énergie, on va dire, c'est entre la température entre 1000 et 2000 degrés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a peur, on monte au plafond. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, il y a une diffusion qui est très légère, parce qu'en fait, on a des temps de pulse qui sont très courts, 100 nanosecondes, et on a des fréquences de pulsation qui sont très élevées. Donc en clair, sur des tôles très fines, y compris notamment dans l'aéronautique ou spatiale, on a des tôles de 0,3 mm, on a un temps de traitement qui est tellement rapide qu'il n'y a pas de transfert d'énergie sur la matière et donc de déformation. Surtout si la pièce est bridée. On peut avoir des déformations quand la pièce est libre, une tôle très fine, qu'on a beaucoup d'absorption et pas de restitution. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir des déformations, comme des lames, par exemple, qui sont brutes sur un établi. D'accord. Et sur des pièces auto-ready, non. Très bien. Alors, proposez-vous des solutions pour récupérer les résidus de décapage avec un autre procédé que l'aspiration? Exemple, électrostatique. Non, alors c'est pas parce qu'on veut pas, c'est que je connais pas. Je vois bien la question. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Bah, en tout cas, nous on propose pas, mais je dirais c'est pourquoi pas. Ouais. Après, D'accord. sur le métal, faut faire. Un des problèmes quand même de l'aspiration laser sur des. Alors, quand c'est mono-matériaux, ça va, mais quand c'est bimatériaux, c'est les risques d'explosion. Il y a quand même une ingénierie d'aspiration, notamment sur des préparations de surface avant collage, qui est quand même assez complexe. D'accord. Donc, l'aspiration n'est pas à sous-estimer sur un procédé comme celui-ci. Bien, ah ouais, c'est pas simple. D'accord. Cette technologie est-elle adaptable sur décapage, calamine, sur coulée continue? Alors là, il y a deux phénomènes. Il y a la calamine. Alors, il faut s'entendre sur la calamine et la coulée continue. Alors, en continu, je dis pourquoi pas, voilà, effectivement. Et la calamine, il faut s'entendre si c'est calamine ou oxydation. Et si c'est calamine, sur les aciers notamment, à part d'utiliser des profils gaussiens qui sont très intenses, aujourd'hui, on a des profils top-hat qui ne permettent pas de l'enlever. Parce que la calamine, en fait, c'est issu en fait de l'élaboration du matériau, de l'acier. Et aujourd'hui, on l'enlève plutôt à la meule ou au sablage. Donc il faut quand même des énergies assez fortes. Le faire en continu, je pense pas que ce soit un souci, sauf si c'est trop coûteux, etc. Voilà, mais ça, c'est un phénomène économique. Mais techniquement, il faut bien s'entendre sur, sur comment retirer, enfin, ce que c'est que la calamine, quoi. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu, mais J'espère que. sinon, vous m'envoyez un email, on pourra échanger. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Voyez-vous un intérêt à utiliser des longueurs d'onde plus courtes, longueurs d'onde aux alentours du vert ou d'ultraviolet, pour ces travaux de décapage, pour réduire l'épaisseur de la couche ablatée notamment? Et oui, la réponse est D'accord. oui. Ok. D'accord. À la fois des longueurs d'onde plus courtes et peut-être enfin, ouais, des durées d'impulsion plus courtes. D'accord. Ok. Donc oui, c'est ce qui rejoint en fait votre intérêt pour le laser femto, par exemple. Oui. D'accord. Voilà une question de Monsieur Despouilly. Est-ce que le décapage impacte la rugosité de la surface? Alors je dirais ça dépend. Alors si on prend des profils gaussiens, comme on a vu tout à l'heure, alors on l'a vu sur, là on l'a pas vu du coup sur les deux vidéos. Si on a un profil gaussien, oui, on modifie l'état de surface et on peut le piloter de manière à avoir un état de surface voulu pour faire du collage ou la peinture par exemple, hein, parce que c'est le but principal. Si on n'en veut pas, on prend un autre profil de faisceau qu'on appelle top hat et là du coup on gère les paramètres de manière à soit pas modifier, soit modifier légèrement l'état de surface. D'accord. Très bien. Donc, Moi, je voudrais aussi vous poser en fait une question. Est-ce que vous avez la possibilité en temps réel de contrôler en fait ce que vous venez de faire? Est-ce que vous êtes sur un process de décapage?
quand vous nettoyez une surface, est-ce que vous êtes en mesure de contrôler que ce que vous avez fait en fait correspond bien à ce que vous vouliez faire? Alors, la réponse est oui pour la partie collage. Enfin, aujourd'hui, on a des capteurs qui mesurent en fait le plasma qui est en fait généré lors du traitement. Et en fait, par étalonnage, on arrive à valider que le plasma est bien parti dans l'effet de sublimation et pas dans autre chose. Donc ça, c'est le premier point, c'est un capteur plasma en fait qu'on intègre sur les équipements. Et là, on est en train de regarder d'autres technologies, donc je peux pas répondre aujourd'hui à la question, pas d'un point de vue technique, mais c'est en cours de développement chez nous en fait. D'accord. D'accord, très bien. Et puis peut-être une dernière question. Cette technologie vient-elle en concurrence du décapage cryo? Alors oui, dans certains cas, maintenant, on est en concurrence avec l'écologie en général, quoi. Donc quand je dis l'écologie, avec la non-écologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le décapage, c'est le sablage, ça peut être la cryo, ça peut être d'autres procédés d'ablation, hein, comme le sablage. Je dirais oui, de temps en temps, on voit la cryo, là, plutôt sur les moules, mais sur les deux applications qu'on a vues, non. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas vu la cryo sur ces deux applications-là, quoi. D'accord. Et la cryo, faut voir quand même, c'est quand même nous, on l'a testé, donc on l'a arrêté aussi, hein, pour tout vous dire. On est quand même sur du CO2, donc c'est quand même pas très réduction au CO2, quoi. Et puis on est sur des phénomènes assez bruyants, en fait, très bruyants et d'appro de pellets de CO2 qui sont assez complexes. Mais bon, ça existe. D'accord, très bien. Écoutez, merci. Présentation très intéressante. Nous allons maintenant passer à la société FIV, Kylian Joly, qui va nous faire sa présentation. Donc, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Kylian Joly. Je suis ingénieur process au sein de la société FIV Machining sur le site de Saint-Céré. Aujourd'hui, dans le cadre du webinaire laser et e-mobility, je vais vous présenter une application de soudage pour l'électrification des véhicules et particulièrement le soudage des hairpins en cuivre par voie laser. Donc, c'est un groupe industriel français qui a plus de 200 ans d'expérience derrière lui. Le groupe a vu le jour en 1812 dans le quartier de Fives à Lille, donc c'est de là qu'est originaire le nom de la société. Aujourd'hui, Fives, c'est trois identités bien distinctes, High Precision Machine, dont la société Fives Saint-Céré fait partie, Process Technologies et enfin Smart Automation Solutions. Parmi ces trois identités, 6 grands pôles d'activités principaux, l'aéronautique, l'automobile, le traitement des minerais, l'énergie, l'intralogistique et encore le traitement des métaux. Aujourd'hui, en quelques chiffres, FIV, c'est près de 8400 collaborateurs à travers le monde sur une centaine de sites. C'est près de 2 milliards de chiffres d'affaires sur l'année 2019 et près de 1,8 milliard d'entrées de commandes sur l'année 2020. Donc, malgré la situation économique actuelle, FIV fait preuve d'une certaine résilience. C'est une résilience qui est due principalement à la diversification des domaines d'activité, mais également aussi grâce à la capacité du groupe de capter des projets à forte valeur ajoutée et des projets stratégiques, ça différents, donc endroits stratégiques du globe. Nous allons justement en présenter un qui est stratégique, c'est la transition énergétique dans l'industrie de l'automobile, l'électrification. Alors vous le savez, l'automobile a pris un tournant majeur ces dernières années. L'idée étant de réduire au maximum la pollution de nos véhicules. Donc, deux grands axes de travail sont mentionnés, c'est la réduction des masses de ces véhicules, mais aussi la transition au niveau de la motorisation, et donc le passage d'un moteur thermique à un moteur hybride, voire 100% électrique. Alors, en quoi FIV va pouvoir apporter sa contribution au niveau de l'électrification des véhicules? Eh bien, par l'une de ses activités phares, les applications laser industrielles. Le procédé de soudage laser est un procédé sans contact qui est dit propre. Propre dans la mesure où il ne demande pas ou très peu de matières consommables, telles que du métal d'apport ou encore du gaz d'apport. Donc c'est un procédé sur lequel on va pouvoir faire des réductions de coûts, grâce à cela. C'est aussi un procédé de fabrication qui ne demande que très peu, voire pas de retouches, donc très peu de procédés intermédiaires. Donc là aussi, il y a des réductions de coûts qui sont potentielles. En plus de cela, grâce aux dernières avancées majeures techniques sur le laser, eh bien, celui-ci est davantage flexible. On a un large panel de soudabilité de matériaux, et notamment au niveau des matériaux très réfléchissants, que sont l'aluminium et le cuivre, qui sont très largement utilisés pour les projets d'électrification. Et puis pour finir, c'est aussi un procédé qui est flexible et évolutif, et qui nous permet tout simplement de pouvoir accompagner nos clients sur toute la durée de vie de leur projet. Alors nous, pour le cadre de l'étude, nous allons surtout nous focaliser sur une pièce en particulier, donc c'est le e-moteur,
et le soudage des hairpins. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et sur la partie process, nous allons présenter la matière en elle-même. Donc, il s'agit du cuivre, une conductivité thermique de l'ordre de 400 watts par mètre Kelvin, donc une forte conductivité thermique qui le place très légèrement en dessous de l'argent, qui est nettement plus cher à exploiter, mais bien largement aussi au-dessus des matériaux dits communs. Cette haute conductivité thermique se traduit par un transfert de calories très rapide au sein de la matière. En plus de ça, le cuivre a une température de fusion de l'ordre de 1080 degrés, et une température de vaporisation de 2560 degrés. Donc la plage de travail en température est relativement faible, et d'autant plus quand on sait que la conductivité thermique est importante. La combinaison de ces deux caractéristiques nous impose d'avoir des temps d'interaction laser-matière très courts pour non seulement atteindre la température de fusion du cuivre, mais surtout éviter les températures de vaporisation et donc l'endommagement de la matière. En plus de ces aspects, il va falloir prendre en considération les taux d'absorption de la matière, donc du cuivre, ici sur la courbe en marron, par rapport aux longueurs d'onde du laser. Pour un laser proche infrarouge, nous sommes sur des taux d'absorption de 3 à 5% seulement, contre 30 à 40% pour un laser vert. Donc on pourrait croire que le laser vert est tout à fait adapté à ce genre d'application, mais il faut aussi prendre en considération les puissances disponibles qui sont nettement supérieures pour les lasers proches infrarouges que pour le laser vert. Et c'est justement une des raisons pour laquelle nous avons, pour ce projet, opté pour la technologie laser proche infrarouge, parce que les puissances disponibles sont bien supérieures au laser vert, parce que cette technologie est également mature dans l'industrie aujourd'hui, elle revêt d'une grande expérience et d'un recul suffisant. Donc tout ça, bien évidemment, c'est un argument de poids pour le client qui va toujours chercher à minimiser les risques techniques. Bien évidemment, ce choix va nous générer quelques problématiques. On l'a vu, un faible taux d'absorption au cuivre pour la longueur d'onde du prochain infrarouge, qui nécessitera une utilisation de puissance supérieure, avec potentiellement un petit peu plus de pollution par projection de matière fondue et également potentiellement la génération d'un gaz plasma qui pourrait perturber l'interaction laser-matière. Dans le cadre de notre étude, nous avons deux configurations de soudage, toutes deux des configurations bord à bord, l'une d'elles avec deux bordures en commun et l'autre, la deuxième, donc avec une seule bordure en commun. Donc l'idée étant de faire fusionner les deux matières entre elles au niveau du plan de joint. Une des performances techniques que nous devons respecter vis-à-vis du client, c'est la résistance mécanique à la rupture de ces cordons de soudure. Elle est de 900 Newton exigée pour la configuration à deux bordures en commun et 200 Newton pour la configuration à une bordure en commun. Bien évidemment, pour pouvoir respecter cette spécification technique, il va falloir assurer une pénétration minimale des cordons de soudure et également minimiser les défauts de compacité à l'intérieur du cordon, donc de type porosité, cavité, et bien évidemment proscrire tout ce qui est présence de fissures qui pourraient être des amorces de rupture potentielles venant fragiliser l'ensemble. En termes d'équipement laser, donc nous l'avons dit, nous sommes partis sur un laser de proche infrarouge, une puissance supérieure à 5 kW et une fibre un petit peu spéciale, une fibre Beaker, qui guidera notre faisceau laser. Ce faisceau laser sera mis en forme par une tête scanner. Alors une tête scanner avec des miroirs galvanométriques à l'intérieur, ce sont des miroirs qui sont tout simplement pilotés sur des axes motorisés. Et ces miroirs vont venir infléchir le faisceau laser pour inscrire une trajectoire complexe sur un plan en deux dimensions. On va pouvoir bénéficier de ces vitesses de rotation qui sont très importantes pour avoir des propagations de faisceaux laser qui peuvent atteindre 15 mètres secondes. Donc très intéressant d'avoir ces vitesses. Et en plus de ça, nous avons aussi une large zone de travail avec potentiellement plusieurs zones soudables accessibles pour une seule et même position de tête laser. En plus de ces équipements, nous utilisons également un éclairage spécifique, des systèmes de vision haute résolution et un profilomètre 3D, mais ça nous allons y revenir un peu plus tard. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du process. Premier aspect très important pour le soudage laser qui demande une extrême rigueur, c'est l'appairage des composants entre eux. La théorie veut que pour avoir un cordon de soudure avec une bonne tenue mécanique et un bel aspect, il faille respecter un jeu maxi de l'ordre de 5% de l'épaisseur minimale des pièces à souder. Dans le cadre de notre étude, nous avons des épaisseurs de 2,5 mm, ce qui équivaut donc à des jeux maxi tolérés de 0,125 mm. Et là, compte tenu des configurations de soudage que nous avons et des tolérances spécifiées par le client, nous avons donc des jeux minimum de 0,2 mm, donc bien au-delà de ce que préconise la théorie. Ici, donc, en photo, nous avons la deuxième configuration de soudage avec une seule bordure en commun. Et on voit donc que les offsets latéraux peuvent être quand même relativement importants, plus ou moins 0,6 mm. Et en plus d'avoir ces offsets latéraux plus les jeux d'accostage, nous avons également des offsets verticaux de plus ou moins 1 mm. Donc tout ça est très important, on a de grandes variations de positionnement sur ces échantillons.
Et bien évidemment, pour pouvoir assurer la soudabilité de ces composants, il va falloir proposer des solutions techniques permettant de contrecarrer ces défauts. Une des solutions proposées par Fives Machining, c'est l'utilisation d'outillages mécaniques de précision, dont le design a été pensé pour pouvoir s'adapter aux différentes configurations de soudage. L'idée étant d'exercer une force de maintien entre les éléments, une force qui soit suffisante pour maintenir les composants pendant le processus de soudage, avec une certaine répétabilité. On a une répétabilité de positionnement qui est estimée à 50 microns. Et cette force n'est pas non plus trop élevée pour éviter de déformer tout simplement les composants à souder. En plus des fonctionnalités de maintien des composants entre eux pour permettre la soudabilité, eh bien l'outillage mécanique va aussi servir de protection du stator, notamment donc sur certaines zones critiques, contre les projections de matière fondue. Ici, sur cette photo, nous avons un cordon de soudure donc, qui a été réalisé. Et ici, on voit en partie basse que nous avons un problème de jonction entre les éléments. Il a été estimé que le jeu d'accostage avant soudage était de 0,24 mm. Et grâce à l'utilisation de l'outillage mécanique de précision, on voit que nous avons une meilleure maîtrise des jeux, ici estimée à 70 microns. Pour une énergie utilisée qui est nettement inférieure au premier cas, on voit qu'on a des niveaux de pénétration qui sont bien supérieurs, pratiquement 2 mm contre 1,6. Donc l'outillage mécanique participe quand même grandement tout simplement à une meilleure maîtrise de la jonction des éléments et à une meilleure soudure. Autre exemple cette fois-ci donc de la configuration 2 avec une seule bordure en commun, on voit que l'utilisation de l'outillage mécanique nous permet de corriger en partie les offsets verticaux qui sont estimés à 1 mm sur ce cas de figure contre un offset légèrement inférieur à 0,2 mm pour celui-ci. Pour des énergies cette fois-ci similaires, eh bien, on obtient un cordon qui est plus régulier dans ce cas de figure, avec une surface de cordon en commun qui est plus importante, 8,58 mm² contre 6,83 pour celui-ci, et on a un aspect qui est bien meilleur, qui est bien régulier, avec un cordon qui ne s'affaisse pas sur lui-même sous l'effet de la gravité. L'outillage mécanique participe grandement à la soudabilité des échantillons, mais il y a aussi un autre aspect qui est très important à respecter, c'est le positionnement de la trajectoire laser. Et pour ce faire, nous utilisons des systèmes de vision haute définition, donc des caméras avec des champs relativement importants, des éclairages spécifiques qui vont nous permettre de nous affranchir des réflexions parasites à l'intérieur de la cabine de soudage, ce qui nous permettra d'avoir aussi des images plus facilement exploitables pour le logiciel embarqué qui a des fonctionnalités de base, mais aussi des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui permettent de faire de la vision précise et répétable. Une des fonctionnalités de base de la vision, c'est l'utilisation de ROI, Region of Interest, qui n'est ni plus ni moins que des zones dans lesquelles nous allons capter des formes particulières qu'on appelle patterns sur nos échantillons, et ça va nous permettre de pouvoir situer ces pièces dans l'espace. Ici, nous avons l'exemple justement d'un échantillon, d'une partie d'un échantillon qui a été bien capté, avec cette zone qui a été définie comme étant soudable par la vision. Alors, une autre fonctionnalité très importante, qui est pour le coup un petit peu plus avancée que la première, c'est l'utilisation de filtres à l'intérieur du logiciel. L'idée première, c'est de faire du contouring de nos échantillons. On va détecter avec des outils les contours de chaque élément pour pouvoir les situer dans l'espace et définir de manière précise la trajectoire du faisceau laser. Et ici, on voit que, en raison de qualité de surface disparates, eh bien, on peut avoir tout simplement des outils qui vont détecter plutôt des rayures que les contours. Donc, par l'utilisation de filtres, nous allons atténuer ces défauts. Nous allons non seulement les atténuer, mais nous allons aussi maximiser les contrastes entre les zones de vide et les zones de matière, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure appréciation des contours des échantillons pour pouvoir positionner la cible, qui sera vraiment le centre de la trajectoire laser, de manière précise et surtout répétable entre chaque configuration de soudage. Ici, nous avons l'exemple d'une image finale pour un programme de vision, avec ici en tête tous les statuts des différents outils qui sont nécessaires à la réalisation du programme de vision, les coordonnées de la cible, qui permettent de situer donc la trajectoire du laser dans l'espace, et les quelques mesures que nous faisons également en termes de jeu d'accostage et d'offset latéraux. Toutes ces données sont ensuite transmises à l'automate de la machine qui va tout simplement traiter l'information et définir un statut de conformité de la pièce. Si la pièce est conforme aux exigences ou aux attentes du client, eh bien cette pièce sera soudée. Et si elle ne l'est pas, elle peut revenir dans les mains de l'opérateur pour que celui-ci intervienne et puisse ajuster potentiellement le positionnement des échantillons. Alors on l'a vu, nous sommes capables de transmettre un certain nombre de données directement à l'automate depuis le système de vision pour pouvoir positionner
correctement la trajectoire du faisceau laser. On fait également des mesures que l'on transmet à l'automate. Et l'automate est aussi capable de communiquer et de donner des ordres directement au laser. Ici, nous avons des cas donc, optimum au niveau de l'appairage des composants. Donc, les trajectoires sont relativement centrées. Et dans le cas d'appairage approximatif, eh bien, l'automate devra sélectionner des programmes qui ont été préétablis dans le laser pour pouvoir corriger légèrement les trajectoires et assurer toujours une interaction suffisante entre le laser et la matière pour fusionner les deux éléments et créer la continuité métallurgique. Autre aspect très important à respecter, la focalisation. Il faut maintenir une focalisation constante sur tous nos échantillons. Bien évidemment, les systèmes de vision 2D ne nous permettent pas d'avoir une appréciation des reliefs et donc des différences de hauteur que nous pouvons avoir qui sont relativement importantes. On l'a évoqué, plus ou moins 1 mm d'amplitude maximale. On le voit sur cette configuration de soudage de type 2 avec une bordure en commun et la vue de dessus ici sur le système de vision. On peut avoir donc des perturbations au niveau des nettetés d'image qui les rendent aussi plus difficilement exploitables. Et donc pour pouvoir assurer une focalisation constante entre ces éléments, eh bien, nous avons associé en plus de la vision en 2D l'utilisation d'un profilomètre 3D qui à terme pourra restituer l'entièreté du stator avec l'outillage mécanique, mais aussi les composants qui sont chargés dessus. Donc l'idée sur l'application de profilomètre, c'est de définir des fenêtres de mesure sur tous les ensembles, sur tous les composants, sur tous les coupes de composants, pour pouvoir mesurer les différences de hauteur relatives. Et en fonction des mesures qui nous seront donc transmises, eh bien, nous allons prendre une décision sur la conformité de la pièce. Et l'automate pourra ensuite tout simplement faire parvenir cette pièce-là à l'étape suivante de soudage si nous sommes dans les tolérances du client. Et si nous ne le sommes pas, eh bien, l'opérateur pourra intervenir pour pouvoir ajuster la position de ces composants. Et bien évidemment, donc, si la pièce est conforme, nous allons la souder et toutes les trajectoires du scanner seront corrigées en l'état pour pouvoir assurer une focalisation constante sur tous les couples de composants. Alors, on il reste un petit peu plus d'une minute. Ouais, c'est bientôt fini. On arrive maintenant sur la fin. Comme je disais, on a plusieurs visions, systèmes de vision 2D et aussi 3D qui interviennent vraiment donc, en amont du processus de soudage. Mais aussi, on a un dispositif qui arrive a posteriori et qui permet de faire du contrôle qualité des cordons de soudure. Donc là, c'est ni plus ni moins que de l'intelligence artificielle, dans le cadre où finalement l'opérateur va définir à la machine ce qu'est un cordon conforme et ce qui n'est pas. Avec l'accumulation de plusieurs centaines d'images, la machine sera capable de projeter les pièces qui sont non conformes sans avoir à passer par une phase de destructif, ce qui va augmenter le nombre de qui n'est pas souhaitable. Alors, FIV, par le biais de ce genre de projet relativement complexe, met en avant son expertise sur de nombreux métiers, l'automatisation et la robotique associée. Donc, le robot est capable de charger des cerveaux de statique de charger ouverts des cabines de soudage, relativement importante, puisqu'il est capable de corriger ses trajectoires en fonction des capteurs de distance et des capteurs de force. Tout ça pour éviter aussi d'endommager les statiques. FIV met également en avant son expertise process, soudage de matériaux, ou réfléchissement de l'estimation de vision assistée, pouvoir situer non seulement la trajectoire du faisceau laser, mais corriger les trajectoires et la focalisation. Et FIV met également aussi en avant une mécanique de précision qui est indispensable à l'utilisation de la procédure pour pouvoir assurer le bon maintien des composants. Donc, ma présentation touche à sa fin. Très bien, écoutez, merci. Merci pour cette présentation. Alors bonjour, quel est le temps de prise photo avant soudure? Voilà une question qui nous est posée par Freddy Ventron. Alors tout dépend, je dirais, du programme en lui-même. On a des programmes qui sont un petit peu plus gourmands parce qu'on a des fonctionnalités qui sont plus poussées pour certains cas de figure, mais on est sur du 0,2 à 0,3 secondes temps d'exécution du programme, pour pouvoir localiser dans l'espace les pièces et pour pouvoir réaliser la trajectoire. Donc là, c'est vraiment juste la partie prise de photo et exécution du programme, et après, il y a l'interaction laser-matière qui est un petit peu plus haute. D'accord, très bien. Bon. Pour l'instant, en attendant peut-être une prochaine question sur le chat, je vais vous poser une question. Est-ce que un
type de soudage laser à la volée pourrait être envisageable sur ce type de pièce? Sur ce type de pièce, pas vraiment, parce que en définitive, alors c'est bien évidemment très fortement dépendant du système de vision et du taux de rafraîchissement des caméras que l'on peut avoir. Donc, il faudrait pouvoir assurer une bonne prise de photo à la volée, un bon taux de rafraîchissement pour avoir quand même une photo suffisamment nette pour tous les cas de figure que nous pouvons avoir. Et pour être certain de tout simplement définir correctement la position de la trajectoire laser. Donc aujourd'hui, très franchement, ça n'est pas permis. Écoutez, Monsieur Joly, merci. Merci pour cette présentation, très intéressante. Nous allons donc passer la parole maintenant à Audrey Bourriez de chez Cohérente, qui va nous faire une présentation donc, sur les solutions de soudage utilisant la modulation temporelle des profils de faisceaux laser pour les applications de mobilité électrique. Donc, bonjour, enchantée, je suis Madame Audrey Bourrier de la société Cohérente, je suis responsable des sources laser industrielles et merci au CLP aujourd'hui de me donner l'opportunité de vous présenter nos solutions de soudage innovantes utilisant la modulation temporelle des profils de faisceaux laser pour des applications en immobilité. Donc, au niveau du groupe Cohérente, on est parti en fait d'un groupe qui est leader du domaine au niveau de la solution photonique avec un portfolio très large au niveau des composants, des lasers subsystèmes et des machines laser pour un grand large gamme d'applications commerciales, industrielles et scientifiques. Notre headquarters est basé à Santa Clara. Nous avons été fondés en 1966 avec un chiffre de plus de 1,4 milliard d'US dollars pour 5500 employés, avec 28 sites différents de production répartis sur 10 différents pays. Au niveau des produits que je vais vous présenter aujourd'hui sur la partie e-mobility, on va surtout se concentrer sur les lasers à fibres. Donc aujourd'hui, Cohérente a des solutions très innovantes au niveau des lasers à fibres qui nous permettent d'aller de multimode au single mode, avec aussi la fonctionnalité dont on va particulièrement parler aujourd'hui, qui est l'Adjustable Ring Mode, donc la fonctionnalité ARM. Sur ces lasers, on peut monter jusqu'à une puissance de 10 kW en utilisant un système modulaire avec des modules laser qui vont de 1 kg jusqu'à 2,5 kg que l'on injecte dans la partie cœur ou dans la partie anode de la fibre. On est entièrement intégré verticalement dans nos lasers chez Cohérente, ce qui nous permet de prouver une grande fiabilité au niveau des lasers et surtout sur la durée de vie des diodes. On a un système qui est très résistant face au back reflection, ce qui est très important dans ces applications de e-mobility, spécifiquement sur les applications avec le cuivre et l'aluminium qui sont très réflectifs. On a aussi ce qu'on appelle une fonctionnalité de closed loop, d'Active Power Control, qui permet un procédé très stable au niveau de la sortie de puissance, mais aussi sur le long terme avec une autocalibration du courant des diodes qui permet une garantie au client d'avoir une puissance de sortie constante sur le long terme. Au niveau de la fonctionnalité ARM, donc il y a une petite vidéo qui se lance en parallèle. On a deux types de produits, le ARM standard, qui est avec une fibre détachable, et le ARM compact, donc avec une fibre qui est fixe cette fois. Ces deux solutions offrent des diamètres entre le cœur de la fibre et l'anneau qui sont de diamètres différents, allant de 100 microns au niveau du cœur et 290 au niveau de l'anneau pour la solution standard, et allant de 50 à 70 microns pour le cœur et 140 à 180 pour l'anneau pour la solution compacte. Ce qui est très important de signaler par rapport aux autres technologies qui existent sur le marché aujourd'hui, c'est le fait que la technologie qui est brevetée de Cohérente au niveau du ARM permet vraiment une optimisation indépendante de la puissance et aussi de la modulation, qu'on peut aller jusqu'à 5 kHz, entre la partie cœur et la partie anneau. Ce qui nous permet vraiment d'avoir des fonctionnalités indépendantes et de pouvoir avoir un ramping, je dirais, de la puissance entre l'anneau et le cœur qui va être différent, ce qui n'est pas le cas des solutions qu'on peut trouver actuellement dans le commerce. Vous pouvez voir dans le graphique sur la gauche, le fait de pouvoir ajuster complètement de façon flexible les deux puissances, ce qui est une grande valeur ajoutée du groupe Cohérente. Au niveau de la nouveauté, je dirais qu'on a sur cette famille ARM, c'est le 4 kW single mode, qui est très intéressant parce que c'est une solution assez unique qui, cette fois, propose une fibre de 22 microns. 22 microns au niveau du cœur, c'est quand même très intéressant parce que ça va vous donner une densité de puissance supérieure à ce qu'on peut avoir avec les autres solutions. Et ça peut être pertinent pour des applications avec du matériau des similaires, des matériaux qui sont sensibles au niveau de la conductivité avec une haute conductivité thermique, ou avec des applications où on a besoin de spot size assez réduits.
La technologie ARM, c'est principalement pour les applications de soudage. On a une fonctionnalité donc, de préchauffage sur la partie anneau, qui est importante parce que c'est vrai sur des matériaux, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, typiquement l'aluminium et surtout le cuivre, on n'a pas forcément une très bonne absorption au niveau de la longueur d'onde infrarouge, mais justement cette fonctionnalité va permettre de préchauffer avec la partie anneau le matériau pour permettre de shifter l'absorption et la rendre effectivement beaucoup plus propice à la partie cœur qui va venir interagir pour faire la partie keyhole. Au niveau de notre bain de fusion, ce qui est très intéressant, c'est la stabilisation qu'on obtient avec ce procédé, le fait de combiner les deux, l'anneau et la partie cœur, et principalement la fonctionnalité première du ARM, c'est de pouvoir promouvoir une qualité de soudure sans projection, ce qui est vraiment quelque chose qui est très important dans les applications. Typiquement, cette petite vidéo montre vraiment à quel point on arrive vraiment à contrôler et de façon indépendante la partie anneau et la partie cœur. On a vraiment une qualité de soudure qui est vraiment très impressionnante ici, liée au fait qu'on peut vraiment contrôler de façon indépendante de 1 à 100% la puissance entre le cœur et la partie anneau. Typiquement, quand on compare par rapport à des lasers à fibres plus standards, on a un fonctionnement, je dirais, des fois instable sur des matériaux comme le cuivre. Si on n'utilise que la partie anneau, évidemment, on n'a pas assez de pénétration. Et effectivement, la conception du ARM, qui fait de combiner cette partie centre et cette partie anneau, permet réellement d'obtenir une vraie qualité de soudure qu'on a à ce niveau-là, comme on peut le voir sur la partie droite de l'écran. Donc, quelque chose qui va être très stable, sans projection, très uniforme, très lisse au niveau de la qualité de soudure. Au niveau des applications, plus précisément sur le domaine de la e-mobility, le groupe Coherent offre effectivement un très grand nombre de possibilités, beaucoup d'applications, beaucoup de lasers différents à votre service. Typiquement, sur des applications de battery cell assembly, on peut avoir du slurry drying avec nos solutions diodes, du surface structuring avec l'hyper rapide picoseconde. Au niveau de l'électrode fold cutting, vous aviez l'Avia, qui est aussi une très bonne solution au niveau du verre et de l'UV pour ce type d'application. L'électrode tab welding qui est fait justement avec le laser à fibre ARM. Après, sur la partie assemblage des battery packs, on a du terminal welding qui est effectué aussi par les lasers à fibre, de la surface cleaning, typiquement avec le Powerline Pico, qui est un subsystème, le bus bar welding, qui est effectué aussi avec nos lasers à fibre, et aussi des applications avec les Powerline Series au niveau de la traçabilité, donc le marquage, qui est aussi quelque chose d'important sur ce type d'application. Ce qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, c'est typiquement les moteurs électriques, donc leur assemblage. On a parlé déjà tout à l'heure des applications au niveau du stator. On a des applications de soudure au niveau des différentes couches de stator qui peut être effectuée avec les lasers cohérents de laser à fibre. On a les applications de décapage, donc de ces pins, qui sont aussi effectuées par des solutions de chez Coherent au niveau subsystème. La partie hairpin welding, dont je vais parler un peu plus en profondeur, et toujours effectivement ces fonctionnalités de marquage et de traçage avec notre gamme Powerline. Au niveau des moteurs électriques, donc comme je l'ai dit, il y a principalement 3 applications sur lesquelles les produits Coherent fonctionnent très très bien. Au niveau des pins de cuivre, donc au niveau du décapage, au niveau de la soudure et au niveau de la soudure du stator en lui-même. La première application, dont on a déjà pas mal entendu parler aujourd'hui, qui est très pertinente, Coherent propose sur ce décapage de cette couche de lac, pour pouvoir effectivement réaliser cette opération, on préfère utiliser une solution en 2 steps. Un premier step avec un laser CO2. C'est une méthode assez unique par rapport à Coherent parce qu'on a l'avantage d'avoir une longueur d'onde à 9,3 micromètres qui a une vraie valeur ajoutée par rapport au type de matériau avec lequel on va interagir sans modifier la structure de la surface du cuivre. Et la deuxième étape, c'est une étape complémentaire, je dirais, au laser CO2 avec un laser infrarouge nanoseconde à fibre, typiquement. Ce qui nous permet de faire quelque chose à la volée, d'une grande précision et avec une grande vitesse, ce qui sont effectivement des points importants pour ce type d'application. Sur la partie copper hairpin, donc la partie soudure, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on en a déjà pas mal entendu parler aujourd'hui sur le fonctionnement de ces hairpins au niveau du stator, donc cette soudure qu'on doit effectuer entre le hairpin et le stator. Et ce qui est très important, comme on l'a vu dans la présentation de FIV, c'est effectivement cette fonctionnalité de détection, d'alignement qui va être très clé pour une très bonne soudure.
Vous allez avoir dans cette slide-là 2 différents types de technologies que Coherent peut proposer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'applique à différents types de géométrie. On a une solution avec un laser multimode à fibre avec une solution scanner sur lequel on n'est plus sur une forme elliptique. C'est un pin qui fait à peu près 4 mm sur 5 mm au niveau de taille et qui a été effectué en 0,25 secondes. Donc, on voit vraiment une très bonne qualité du bain de fusion au niveau de la soudure qui est effectuée avec cette technologie. Et après, sur la droite, je vais vous présenter ce qu'on arrive à obtenir aussi avec la technologie ARM. Ce qui est intéressant, cette fois, on est sur un pin qui est un peu plus, je dirais, fin au niveau dimension. On est sur du 2 mm sur 2. C'est réalisé en 0,1 seconde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu justement le faire cette fois de façon stationnaire, donc sans utiliser un scanner, pour pouvoir montrer justement le bénéfice qu'on a au niveau de la technologie ARM. On a effectivement quelque chose qui présente très peu de projection, peu de porosité. Donc, on a vraiment une solution chez Coherent avec une grande flexibilité sur différentes géométries de hairpin, avec une grande répétabilité et effectivement une très bonne vitesse qu'on arrive à obtenir. Donc, une petite vidéo pour la partie, je dirais, en real time. Donc, effectivement, très rapide au niveau de ce procédé. Mais ce qui est intéressant chez Coherent, c'est qu'on n'offre pas que la partie laser, la partie tête de scannage. On a aussi toute cette partie vision, tout ce logiciel qui est très intéressant en complément. On a effectivement la partie détection des hairpins qui est primordiale dans ce type d'application. Mais on a aussi la partie process monitoring qui permet d'avoir ce contrôle de qualité sur la qualité de soudure. Et effectivement, il arrive, comme ça a été souvent le cas, que des fois l'alignement entre les hairpins ou l'espace latéral entre les deux n'est pas respecté par rapport à ce qu'on a besoin pour souder. Et dans ce cas-là, ça permet à l'opérateur de pouvoir intervenir de façon mécanique ou manuelle pour resserrer les pins et pouvoir reprocéder à nouveau à la soudure. Au niveau des résultats qu'on obtient aujourd'hui chez Coherent, on arrive vraiment à avoir un offset au niveau offset latéral et offset vertical très intéressant parce qu'on arrive à avoir un offset vertical qui est pratiquement de 2 mm. Donc, c'est une très bonne tolérance. On a aussi de très bonnes tolérances au niveau des offsets latéraux de plus ou moins à peu près 0,6, 0,7 mm. Et un temps de process sur la partie par pin d'inférieur à 0,4 secondes. Donc, c'est la partie détection et la partie soudage aussi. Effectivement, un résultat qui va être très uniforme, sans projection, ce qui est quand même très important pour ce type d'application, avec une solution de vision robuste, une partie subsystème qui peut être proposée au client ou juste la solution laser, selon le degré d'intégration voulu par le client. Je voudrais profiter un petit peu de cette opportunité pour vous présenter aussi 2 autres types d'applications, cette fois sur d'autres parties, donc sur la batterie cell et la batterie pack, sur lequel le ARM Laser a beaucoup de valeur ajoutée. Typiquement, ça va être l'application Battery Fold Welding, sur lequel on peut avoir jusqu'à 120 single folds, à peu près d'entre 8 et 20 micromètres d'épaisseur, qui vont être soudés ensemble sur un connecteur, que ce soit en aluminium ou en cuivre, comme vous pouvez le voir sur la droite. Et sur la partie juste en dessous, vous allez voir des images sur la partie single mode ARM, donc qui est en test en ce moment, et qui permet d'avoir des résultats vraiment très pertinents. Encore une fois, on réduit vraiment l'espace entre les différentes couches de foil et la partie projection pour une meilleure qualité de soudure. La partie prismatique au niveau de la batterie, donc le CAN-CAP, soudure au niveau de l'aluminium, est aussi très pertinente chez Coherent parce que le ARM vous permet vraiment de pouvoir régler et d'optimiser à la fois la largeur de votre soudure, mais aussi la profondeur. On a ici un exemple avec une pénétration, comme vous pouvez voir dans la cross-section, qui est vraiment très pertinente, très régulière, une très belle profondeur. Et comme vous avez vu sur la vidéo, on n'a vraiment pas de projection, une très bonne qualité, très lisse, pour un soudage vraiment hermétique au niveau de ce type de composant. Très intéressant aussi, la partie busbar welding. Donc cette fois, c'est un matériau donc, de cuivre avec une partie acier, sur lequel on peut avoir un coating au niveau du nickel dessus. Donc, une combinaison de différentes couches sur lesquelles on voit vraiment une soudure qui va être rectangulaire, donc qui est très intéressante, qui est fait par aussi un système donc, SmartWeld que propose aussi Coherent au niveau des scanners, qui est très intéressante aussi, effectivement, sur ce qu'on peut obtenir et sur le fait d'avoir quelque chose de très homogène et qui n'a pas d'impact visible, effectivement, sur le côté, à la face en dessous de la batterie pour ne pas détériorer les fonctionnalités de la batterie.
Sur cet autre exemple sur la droite, ce qui est intéressant, c'est que logiquement, la plupart des procédés utiliseraient 5 spots. Nous, on arrive à le faire avec 3 spots, en fait, parce qu'on arrive vraiment à avoir une vraie homogénéité au niveau de la soudure qu'on effectue. Et c'est pertinent parce que ça permet effectivement de réduire le temps de soudure, donc le coût, c'est quelque chose de vraiment important pour ce type d'application. En conclusion, Coherent peut vraiment vous offrir un grand nombre de solutions laser sur plusieurs matériels disponibles, matériaux, le cuivre, l'aluminium, l'acier, tout type de matériaux dissimilaires. On peut vous proposer une qualité nettement supérieure avec effectivement pas de projection, vous l'aurez compris. C'est vraiment ce que offre la solution ARM, avec un vrai contrôle au niveau largeur, pénétration, au niveau de la soudure, des vitesses effectivement très grandes, un procédé très stable, répétable. Je vous invite par ailleurs à aller consulter sur notre site web le Amplify Webinar qui a eu lieu un peu plus de 2 semaines, qui présente aussi d'autres applications complémentaires sur le e-mobility qui a été fait par l'équipe Coherent. Donc, c'est aussi très intéressant pour vous de pouvoir vous connecter et de regarder ça en ligne. Nous avons à votre service 19 laboratoires d'applications pour pouvoir développer votre application donc avec 65 personnes. Donc, c'est quand même la force de Coherent. Et aussi, notre solution réside sur sa flexibilité, au fait qu'on peut vous offrir une partie laser, une partie subsystème, un système de vision, des systèmes au niveau des têtes, des scanners, et une compatibilité avec ce qui peut exister sur le marché. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, merci Audrey. Ah, je vois que ça résonne un petit peu. Très bien, merci pour cette présentation. Alors, je suis en train de regarder sur le chat pour voir si des questions sont en train d'arriver, donc pas encore. Est-ce que toutes ces solutions que l'on a vues, là, que ce soit sur le laser ARM ou sur le système de type SmartWeld, est-ce que ce sont des solutions qui peuvent être robotisées, par exemple? Alors, pour l'instant, ce ne sont pas des solutions sur lesquelles on a fait des installations robotisées. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait étudier. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est principalement sur du fonctionnement avec des tests scanners, même si on a aussi quelques exemples, comme vous avez vu, avec des systèmes optiques fixes. Mais je dirais pour l'instant, on est quand même principalement sur un système avec des tests scanners. D'accord. Très bien, merci. Écoutez, je pense que l'on va arriver bon an mal an à la fin de cette présentation. Merci Audrey. Parfait, merci. À bientôt. À très bientôt d'ailleurs. Après donc cette présentation, il va donc je reprends la main bien évidemment pour vous donner rendez-vous pour les 2 prochains webinars, celui du 6 avril qui sera organisé exactement à la même heure sur les technologies laser au service de la voiture autonome. Cette fois-ci, nous aurons d'autres intervenants, PSA, Hotsite, Lumibird et Laser Components. Puis ensuite viendra le dernier webinar de cette session, le 20 avril, avec le contrôle de procédés au service de l'e-mobility, avec comme intervenant cette fois-ci Ophir, Plasmo, Precitech et Irepa Laser. Écoutez, voilà, c'est la fin de ce 2e webinar. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puisque l'heure est propice, je vous souhaite aussi un bon appétit. À très bientôt avec le CLP. Merci. Au revoir.